À domicile gratuite, voire conditions dans les magasins Hypercacher participants. Avec Hypercacher, commencez l'année en douceur. Chanatova 5778. Ensemble sur RCJ. L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Heureuse de vous retrouver après cette longue interruption et triste que ces retrouvailles soient endeuillées soient assombries par l'agression de Livry-Gargan. Peut-être en direz-vous un mot. Alors j'ai une question pour vous, chers auditeurs et cher Alain. En quoi cette année sera-t-elle différente des autres années? Allez, je vous donne la réponse. Jusque-là, l'an dernier, nous étions encore un peu esclaves de l'actualité et cette année, nous serons libres de choisir les thèmes et les idées que nous traiterons, eussent-ils un rapport très lointain, parfois pas de rapport du tout avec les événements que nous appelons nouvelles. Bien sûr, nous ne nous interdirons pas non plus de traiter des sujets de saison. Ainsi, en deuxième partie d'émission, vous nous expliquerez, Alain Finkielkraut, pourquoi le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vous donne de l'espoir, ce qui n'arrive pas tous les jours. Mais pour commencer, vous avez souhaité revenir sur une polémique récurrente, polémique qui concerne la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv de juillet 1942. On se rappelle que le 16 juillet 95, Jacques Chirac, rompant avec la jurisprudence Mitterrand-De Gaulle des deux France, affirmait ce jour-là, le jour de la rafle, la France a commis l'irréparable. S'inscrivant dans cette filiation, Emmanuel Macron a déclaré le 16 juillet de cette année: je récuse les accommodements et les subtilités de ceux qui prétendent aujourd'hui que Vichy n'était pas la France, car Vichy ce n'était certes pas tous les Français, mais c'était le gouvernement et l'administration de la France. Au lendemain de ce discours, Paul Thibault, ancien président des Amitiés judéo-chrétiennes et ancien directeur de la revue Esprit, publiait un article très critique dans le Figaro, se déclarant surpris de voir Emmanuel Macron s'inscrire dans un franco-pessimisme, un franco-culpabilisme, dont la hardiesse de sa démarche le montrait éloigné. Fin de citation. Ce qui lui a valu le lendemain, quelques jours après, toujours dans le Figaro, une réplique au vitriol du grand rabbin de France, Raïm Corsia, qui lui reprochait entre autres une thèse attentatoire à la mémoire de la résistance. Et Raïm Corsia concluait par un vibrant éloge du président. Alors Alain Finkielkraut, ce discours du Veldiv a comblé beaucoup de juifs, il a fait plaisir à beaucoup de juifs, d'autant plus que pour la première fois, Emmanuel Macron a dénoncé l'antisionisme et évoqué, c'est le sort de Sarah Halimi. Mais il faut tout de même, avant cela, peut-être répondre à la question fondamentale: est-ce que Vichy c'était la France? Et que signifie aujourd'hui cette polémique? Commençons par le commencement. Dans son très beau livre d'entretien avec Jean-Louis Missica et Dominique Volton, Le Spectateur engagé, Raymond Aron évoque une conversation avec Sartre au lendemain de la Libération. Nous nous sommes posé la question: pourquoi n'y a-t-il pas eu un seul article, qui est écrit « Bienvenue aux Juifs de retour dans la communauté française ». Pas un article, pas même un article de Mauriac. Mauriac avait pourtant vu, sous l'occupation, les wagons emplis d'enfants juifs arrachés à leur mère. Et quand il avoua quelques années plus tard l'impossibilité pour lui de se débarrasser de cette vision à Elie Wiesel, celui-ci répondit simplement « Je suis l'un d'eux ». D'où la belle préface de Mauriac à La Nuit. Mais en 1945, la France avait d'autres hantises, d'autres urgences et d'autres hiérarchies. Le 11 novembre 1945, 15 dépouilles mortelles ont été réunies autour de la flamme du soldat inconnu. 2 résistants de l'intérieur, un homme et une femme, 2 déportés, un homme et une femme, des combattants et non des déportés raciaux, un prisonnier abattu lors d'une évasion, un FFI et enfin 9 militaires des différentes armées et théâtres d'opération. Le déporté résistant était un héros, le déporté racial, comme on disait alors, était une victime. Il l'avait même intégré, en quelque sorte. Oui. Je me rappelle que Vidal-Naquet raconte que ses parents lui ont toujours dit qu'en quelque sorte, ils avaient été déportés comme résistants. Oui. Alors,
au sortir de la guerre, on pouvait plaindre les victimes, mais on célébrait les héros. Et l'heure pour la France ne pouvait pas être à l'examen de conscience. La France avait gagné la guerre, elle se rangeait tout entière dans le camp des vainqueurs. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec le concours et l'appui de la France entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle, avait déclaré le général de Gaulle à Notre-Dame le 25 août 1944. Et à Georges Bidault, qui le même jour lui proposait de proclamer solennellement la République, devant le peuple, ici rassemblé, de Gaulle fit cette réponse cinglante: la République n'a jamais cessé d'être, la France libre, la France combattante, le Comité français de la libération nationale l'ont tour à tour incorporé, Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu, moi-même, je suis le président du gouvernement de la République, pourquoi irais-je la proclamer ? Magnifique. La France seule. Voilà. Bon, c'est un peu une fiction. Et bien sûr, c'est ce que je veux dire, exactement. Ce préjugé cruel et cette fiction glorieuse, cette condescendance pour ceux qui ne doivent pas leur déportation à leur engagement et ce grand mythe national n'ont pas résisté au travail de la mémoire. La victime a été restaurée dans sa dignité et l'illégitimité de Vichy ne dispense plus la France de tout questionnement sur elle-même. Il faut s'en réjouir. Mais, en disant le 16 juillet 1942 qu'avec la rafle du Veldiv, la France avait commis l'irréparable, Jacques Chirac a renversé l'affirmation du général de Gaulle au lieu de la problématiser. Il est passé de la fierté nationale à la culpabilité nationale, de la célébration de la grandeur à l'expiation du crime. Et ses successeurs, comme grisés de pénitence, ont voulu laisser leur marque en allant toujours un peu plus loin. Chaque discours était une perf, comme on dit en langage sportif, et chaque perf appelait un nouveau record. Au dîner du CRIF de février 2012, François Fillon, Premier ministre, a déclaré « Les Européens ont eu l'idée folle de la Shoah, la France et l'Allemagne. » La France et l'Allemagne. François Hollande a entamé son mandat par ces mots bien sentis. La vérité, c'est que ce crime fut commis en France, par la France. Comme si c'eût été atténué la responsabilité de la police française que de rappeler que l'ordre venait des nazis. Et le nouveau président... Ce que rappelle Paul Thibault dans cette article. Oui, exactement. Et le nouveau président n'a pas voulu être en reste. Il a donc surenchéri. La France seule était coupable, et la RAF avait commencé bien avant le 16 juillet 1942, bien avant la défaite, l'armistice et le choix par Vichy de la collaboration avec l'Allemagne. Le racisme et l'antisémitisme étaient présents dans la Troisième République, dit Macron. L'affaire Dreyfus en avait montré la virulence. L'affaire Dreyfus, un capitaine juif est accusé de haute trahison. Des intellectuels s'émeuvent. Le débat fait rage. Événement unique dans l'histoire de l'Europe. Le sort d'un juif divise un pays. L'affaire d'un seul devient l'affaire de tous, selon le mot de Clémenceau, admirativement commenté par Hannah Arendt. Et Dreyfus finit par être réhabilité, ce qui fait que Lévinas, arrivé en France en 1923 et recevant l'enseignement de maîtres qui avaient été adolescents lors de l'affaire Dreyfus, a pu parler de la vision pour un nouveau venu éblouissante d'un peuple qui égale l'humanité et d'une nation à laquelle on peut s'attacher par l'esprit et par le cœur aussi fortement que par les racines. Il est arrivé en France en 1923. D'accord. Je comprends donc que Paul Thibault, qui est, comme vous l'avez rappelé, l'ancien président des Amitiés judéo-chrétiennes, ait pu être blessé comme Français et comme intellectuel dépositaire du souci de la vérité par le discours d'Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de la rafle du Veldiv. Et je crois que les Juifs,
ou en tout cas les juifs officiels, ont bien tort de prendre le concours d'autoflagellation lancé par Jacques Chirac au plus haut sommet de l'État pour un hommage à eux rendu. Ils l'ont, à mon avis, il me semble me rappeler qu'ils l'ont demandé à Jacques Chirac. Il y avait de très fortes pressions. Oui, semble-t-il, notamment de Serge Karsfeld, voilà. En effet. Donc, dire la France seule a commis l'irréparable. Et Chirac, elle s'y préparait de longue date, sinon depuis toujours. C'est non seulement gommer l'Allemagne nazie, c'est oublier la France combattante, c'est oublier que les résistants se sont battus pour la France et que De Gaulle dirigeait un gouvernement qui représentait la France auprès des Alliés. On reconnaît certes qu'il y eut des héros, mais le sens de leur combat devient, comme naguère Vichy, nul et non avenu. Certes, la préséance des déportés résistants sur les déportés raciaux avait quelque chose d'insupportable. Mais devons-nous, nous juifs, nous venger en faisant fi de la mémoire de la résistance? Les fils et filles des déportés juifs de France ont acheté une pleine page du Figaro pour afficher le discours d'Emmanuel Macron. Avant de crier aussi ostensiblement victoire, ils auraient dû se souvenir que les résistants n'ont pas de fils et filles, et que la mémoire de ce qu'ils furent et de la cause pour laquelle ils ont combattu nous incombe donc à tous, à nous tous, qui que nous soyons. Certes, non, excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Oui, pardon, excusez-moi. J'ai été frappé par votre expression sur les résistants qui n'ont pas de fils. Voilà, je serais même plus précis. La résistance ne se transmet pas de génération en génération. Les Juifs se doivent donc de ne pas profiter de leur avantage et de veiller sur elle, de lui faire une place. S'il avait voulu allier la justesse et la justice, Jacques Chirac aurait dû dire « l'État français a commis l'irréparable ». Il aurait alors cessé d'exonérer la France sans l'incriminer en bloc. La vérité aurait été respectée, ainsi que ceux qui, tel Jacques Maritain, dénonçaient dès décembre 1942 les lois antisémites de Vichy, avec leur cortège de bassesse morale et de cruauté, ainsi que, je cite, « cette chose qui n'avait jamais souillé notre histoire, la violation du droit d'asile, la livraison des réfugiés étrangers et des juifs naturalisés français, et qui, en même temps, refusait à ce pseudo-gouvernement le droit de parler comme s'il était la France. » Pas de « en même temps » ce coup-ci pour Macron. Car, comme le remarquait déjà Philippe Burin dans les lieux de mémoire, Vichy a changé de signification. On est passé d'un régime coupable d'avoir lésé une personne collective de la France à un régime coupable d'avoir lésé les droits de l'homme. Oui, mais est-ce que finalement cette idée d'une espèce de continuité du fascisme français, on ne la trouve pas à la fois chez Bernard-Henri Lévy, dans l'idéologie française, chez Zeb Sternel, si vous voulez, dans l'idée qu'il y a quelque chose d'éternellement coupable. Le mystère est plutôt de savoir pourquoi les élites françaises adhèrent tant, si vous voulez, à ce récit pénitentiel. C'est un mystère sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, et je remarque qu'Emmanuel Macron, encore une fois, pour laisser sa marque, est allé encore un peu plus loin que les autres, puisque tout ne commence pas le 16 juillet 42, tout commence bien avant, oui. Et il n'est question... Ça, c'est BHL. Et il n'est question que de la France. Mais je disais donc, Vichy a changé de signification, c'est moins un régime coupable d'avoir lésé une personne collective de la France qu'un régime coupable d'avoir lésé les droits de l'homme. Mais la France... Ce qui est vrai. Mais la France... Ce qui est vrai également. Oui, mais bien sûr. Mais la France est-elle une patrie si elle n'est que la patrie des droits de l'homme? Croit-on vraiment qu'on va résorber la béante fracture française par la lutte incessante, inlassable, obsessionnelle contre les discriminations et par la promotion du racisme et de l'antisémitisme au rang de principe explicatif unique de l'histoire de la nation? Je crois qu'on va plutôt vers une concurrence victimaire exacerbée et que la mémoire
la France et les Juifs ont tout à y perdre. Lui-même, Macron, s'en rend compte, puisque dans ce discours, où il fait du racisme et de l'antisémitisme le syntagme éternel de la culpabilité française, il demande solennellement que toute la lumière soit faite, vous l'avez rappelé, sur l'assassinat de Sarah Halimi, et il dénonce courageusement l'antisionisme comme la forme réinventée de l'antisémitisme. Et l'agression de Livry-Gargan nous montre, s'il en était besoin, que l'antisémitisme qui nous frappe n'a rien à voir, n'a rien à voir avec l'histoire de France. Mais toutes ces questions devraient hanter le grand rabbin de France. Si j'en crois sa réponse venimeuse et méprisante à l'ancien président des Amitiés judéo-chrétiennes, violente et ironique. Ironique. Il s'appuie sur une référence totalement déplacée à la thèse de Kantorowicz sur les décors du roi pour lui river son clou. Et il fait même du zèle accusatoire. Entrant à son tour dans la grande surenchère, le grand rabbin incrimine non seulement la Troisième République, mais la France d'aujourd'hui, puisque, dit-il, c'est bien le portrait de Laval que l'on trouve au ministère de la Justice et celui de Pétain au ministère des Armées. Avant Vichy, en effet, Laval et Pétain ont été ministres de la République et tous les portraits des titulaires de ces postes figurent dans les différents ministères. Faut-il les faire disparaître ? Faut-il les effacer de la mémoire et de l'histoire pour bien montrer qu'on a terrassé le mal ? Et où s'arrêtera... Surtout le Laval de 35 n'est pas le futur Laval de 40. Voilà. Et où s'arrêtera cette grande épuration rétrospective ? Je n'ai pas de titre à faire valoir, Elisabeth. Je ne représente rien, je ne suis que moi. Mais j'ai voulu faire entendre sur RCJ aujourd'hui une autre parole juive. Vous avez beaucoup de titres à faire valoir, cher Alain, et pas seulement celui d'académicien. Et en fait, est-ce qu'on n'a pas tout simplement affaire à ce que vous avez déjà analysé ici, qui est une sorte d'instrumentalisation, de convocation incessante du passé pour le rabattre in fine sur le présent? Est-ce que c'est pas ça? Peut-être, mais en même temps, on le rabat sur le présent, et ce présent, on ne le comprend pas, puisque ce qui se passe, je l'ai dit, n'a strictement rien à voir avec les années 30, avec l'occupation. Oui, bien sûr. Donc on perd absolument sur tous les tableaux. Celui de la vigilance comme celui de la mémoire. Vous avez parlé d'une autre voix juive, donc dans le fond, quand on voit quand même que Chaim Corsia était presque en service commandé, on le sentait dans l'article pour le président, que vous inspire cette lune de miel entre, disons, les juifs officiels, je dirais, et le président? La macronisation du judaïsme communautaire a commencé lors de la visite du candidat Macron au mémorial de la Shoah, alors même qu'il intégrait cette visite prévue de longue date dans sa campagne anti-Le Pen. J'espère qu'il saura défendre les Juifs contre le nouvel antisémitisme. Nous verrons bien, mais en tout cas, je crois qu'en disant que le discours présidentiel est tout autant bouleversant que vital, le grand rabbin de France est allé un peu loin dans la ferveur. Pardonnez-moi. Nous allons donc passer à la première rentrée de Jean-Michel Blanquer qui suscite des réactions évidemment contrastées. Dans Causeur, vous faites part de votre espoir, donc ce qui n'est pas courant. Et vous nous dites que Jean-Michel Blanquer n'est pas un ami du désastre. Le Monde observe pour sa part sans enthousiasme que Macron et Blanquer veulent effacer les merveilleuses, c'est moi qui le dis, réformes de Hollande et de Najat Vallaud-Belkacem. Et les pédagogues ne désarment pas. À l'image, par exemple, d'Éric de Barbieux, qui signe un livre intitulé « Ne tirez pas sur l'école ». Et donc, Éric de Barbieux dénonce les, je cite, « approximations nauséabondes et fantasmatiques de l'antipédagogie ». Alors, cher Alain Finkielkraut, parlez-moi donc de vos approximations nauséabondes et fantasmatiques et dites-moi si les Républicains ont gagné la bataille de l'école. Oui, je ne m'inscris pas dans ce débat figé républicain pédagogue. Mais l'autre jour,
l'Obs demandait au sociologue de l'éducation François Dubay d'exprimer son opinion sur le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il lui trouvait des qualités. Blanquer, disait-il, veut renforcer la formation des enseignants. Il parle de projets éducatifs, de socle des connaissances. Certes, il a un petit côté vieux jeu, la distribution des fables de La Fontaine, l'apprentissage obligatoire de la Marseillaise, mais, je cite Dubay, si cela peut calmer valeurs actuelles, comment le lui reprocher ? Qu'est-ce donc que la culture française, que notre patrimoine littéraire, pour ce partisan acharné des réformes qui ont conduit tant de parents, quand ils en avaient les moyens, à mettre leurs enfants dans les établissements privés, un cadeau pour l'extrême droite. Le Corbeau. Valeur actuelle n'est pas d'extrême droite. Oui, mais pour lui, oui. Écoutez. Pardon. Pour lui, non, mais oui. Pour lui, oui. Et pour beaucoup d'autres. Et pour beaucoup d'autres, je peux vous dire. C'est la droite hors les murs, donc c'est l'extrême droite. Donc c'est un cadeau pour l'extrême droite, c'est ce que veut dire valeurs actuelles. Un cadeau pour l'extrême droite, le corbeau et le renard, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse qu'un bœuf, les animaux malades de la peste, ça ne sert à rien, mais ça calme les fachos. Vous êtes senti... Alors le chant... Il n'a pas dit ça va calmer Finkielkraut. Oui, enfin, à peu près, si, parce qu'il me nomme avec Zemmour un peu plus haut. Ah. Le chant couvert par le nauséabondisme ne cesse de s'étendre. La littérature, notre littérature, en fait désormais partie. Celle-ci, aux yeux des néo-progressistes, souffre en effet d'une triple tare. Elle est française. Eh oui, ceux qui flattent le très dangereux sentiment identitaire, contre lequel Patrick Boucheron et son équipe ont écrit l'histoire mondiale de la France. Elle est française donc. Elle orne les bibliothèques des bourgeois. Et en plus, elle est blanche. Désespérément blanche. François Dubay fait preuve d'une certaine bonhomie en disant... C'est pas complètement vrai d'ailleurs. En donnant cet os à ronger aux chiens méchants. Mais ça ne va pas durer. Le patrimoine est en sursis. La grande inquisition diversitaire, tôt ou tard, lui réglera son compte, comme ça se fait déjà aux États-Unis. L'antiracisme, que certains considèrent encore comme une planche de salut, est le cheval de Troie de l'américanisation de l'école et de l'université française. Jean-Michel Blanquer ne veut pas s'en laisser compter. Et son sursaut fait du bien. Et il faut d'autant plus le défendre que la presse dite progressiste, Le Monde en tête, tire à boulet rouge sur son conservatisme. On lui en veut notamment de supprimer les activités périscolaires, celles où on apprend le vivre ensemble, l'interculturalité et toutes les vertus du développement durable, le tri sélectif notamment. Le tri sélectif. Ah ben ça fait partie de la religion, ça fait partie des nouvelles religions. Je ne connais un seul tri non sélectif, c'est le bac. Mais sinon, voilà. Donc c'est pas vraiment un tri d'ailleurs. Une mère d'élèves interrogée par Le Monde dit que grâce à ces activités, sa fille voit plus loin que le bout de son nez et pose plein de questions sur le racisme. Mais c'est précisément ça, le bout de son nez. Les dogmes du jour, l'esprit du temps, les certitudes en vogue. Et si la culture sert à quelque chose, c'est à nous dépayser, à nous permettre de faire le mur du présent. Pourriez-vous tout de même préciser pour des oreilles éventuellement malveillantes que votre diatribe contre l'antiracisme ne signifie pas qu'il faut se moquer du racisme? Non, merci. Je suis antiraciste, mais c'est pas comme ça qu'il faut. Et j'ai une petite surprise pour vous bientôt, très vite. Un film, Knock, vous en avez entendu parler? Non. Omar Sy dans le rôle de Knock, qui moi ne me dérange pas, ça pourrait être joué par n'importe qui, mais simplement Knock est victime du racisme. Voilà. Bien, très bien. Donc, Pardon. Mais si vous voulez, en insistant comme il le fait sur la nécessité d'apprendre des fables de La Fontaine dès le plus jeune âge, Blanquer a le mérite de s'inscrire en faux
contre les préconisations de la commission Attali pour la libération de la croissance française. La première ambition fixée par le Jacques Attali Club Band, c'était de préparer les jeunes à l'économie du savoir et à la prise de risque, ce qui signifiait qu'il fallait en finir avec l'organisation actuelle qui met surtout en avant la capacité à mémoriser ou l'application des enfants et à l'inverse, encourager la créativité des élèves, développer le travail en groupe et enseigner l'anglais le plus tôt possible. La créativité donc contre la mémoire, contre le sévice du par cœur. Le rapporteur adjoint des travaux de la commission Attali était Emmanuel Macron. Il faut donc saluer le début de désatalisation du président de la République. Eh bien, nous allons rester sur cette excellente conclusion, cher Alain, en plus à 29. Alors merci pour cette conclusion, pour cette rentrée parfaitement réussie, pour vos passionnants développements sur ce passé qui ne passe toujours pas. En attendant la semaine prochaine, on vous retrouve déjà dans Causeur, où on retrouvera aussi Natacha Polony qui dialogue avec le ministre de l'Éducation nationale. On peut bien sûr réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info et bonne semaine à tous.